Chapitre 17. Fin mai 1968. Absolument rien ne s'était passé comme prévu, depuis le début. Hewish et Pilkington avaient quitté Paris dès le vendredi soir, le 10 mai, alors qu'ils venaient d'arriver en fin de matinée. Ils avaient pris le train de nuit que leur avait payé Pecker pour aller le rejoindre à l'observatoire de Nice. Ils étaient arrivés sur la côte le samedi matin, sous un soleil de plomb et un ciel de la même couleur que la côte. 2 nuits d'affilée dans un train surchauffé n'étaient pas de tout repos. À vrai dire, ni Hewish ni Pilkington n'avaient vraiment dormi sur ces couchettes rudimentaires. Mais enfin, ils étaient arrivés à bon port. Ils étaient descendus dans un petit hôtel qui se trouvait entre la gare et la vieille ville, en direction de la plage et de la fameuse promenade des Anglais, qu'ils avaient prévu d'arpenter en essayant de discuter entre eux ostensiblement pour faire un clin d'œil aux autochtones. Ils étaient arrivés à l'hôtel vers 9h40 ce matin-là et furent accueillis par une femme blonde assez forte, la quarantaine, qui savait dire les mots les plus importants en anglais. Hewish s'était écroulé sur son lit et s'était endormi illico pour se réveiller aux environs de 18 heures. Il était complètement déphasé. Pilkington avait su résister à la fatigue en allant visiter la vieille ville en début d'après-midi et était rentré sur les coups de 17h15 pour s'écrouler à son tour sur son lit si moelleux qu'il aurait absorbé n'importe quel insomniaque. Hewish s'installa dans le petit salon de l'hôtel devant la télévision que regardait un occupant avec attention. On y voyait des scènes d'émeutes dans des rues avec des sortes de barricades de briques et de brocs et des voitures incendiées et renversées. Hewish comprit seulement au bout de quelques minutes que ce qu'il voyait étaient les rues de Paris et plus exactement le quartier latin où il se trouvait la veille. Et il reconnut même la façade du Collège de France, dans la rue des Écoles. C'était incroyable. Il n'arrivait pas à imaginer de telles scènes de guérilla dans la capitale française. Hewish comprenait mieux maintenant pourquoi Pecker les avait entraînés loin de Paris. Les deux astronomes anglais passèrent une grande partie de la journée du dimanche sur la plage, entourés de familles, ravis de pouvoir profiter du calme de la mer et de la douceur du soleil printanier qui s'apparentait à un soleil estival britannique. Après avoir appelé Pecker au téléphone, un étudiant vint les chercher le lundi matin, juste après leur petit déjeuner, pour les conduire sur les hauteurs de la ville, dans ce bel observatoire qui dominait la baie. Les autres participants prévus initialement n'avaient pas tous eu le même courage que les Anglais, la moitié d'entre eux n'étant finalement pas venus. Ils étaient environ une quinzaine, sans compter les locaux. Il y avait des collègues belges, italiens, suisses et quelques Parisiens avec qui ils avaient dû partager le même train de nuit sans le savoir. L'essentiel des discussions portait sur les caractéristiques des signaux radio pulsés qui avaient été détectés dans les 4 sources et sur les mécanismes physiques qui pouvaient en être à l'origine. Les théories commençaient à foisonner pour expliquer la période des sources et notamment la période un peu différente de CP0950, mais aussi la durée vraiment très courte de chacun des pulses. Un long moment fut consacré à la théorie proposée par Saslow, Faulkner et Streetmatter du Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics. Leur article était paru le 30 mars, seulement 35 jours après la publication de l'article de Jocelyn, signé par Hewish. Ils proposaient un phénomène très atypique. Il pourrait s'agir, selon eux, d'un couple d'étoiles à neutrons dans un système binaire, qui s'éclipserait donc à intervalles très réguliers. Et à chaque passage de l'une des étoiles à neutrons devant l'autre, celle de devant produisait un effet de lentille gravitationnelle qui amplifiait une faible émission radio de l'étoile à neutrons située en arrière-plan. C'était un modèle très élégant et qui faisait intervenir un effet de la relativité générale, ce qui plaisait d'autant plus à nombre de théoriciens.
Mais Paul Scott et Robin Collins avaient effectué des observations complémentaires de CP0834 et CP0950 et concluaient qu'un système binaire très rapproché était peu probable. Et une seconde étude venait juste de sortir dans le numéro de Nature du 27 avril, signé Andrew Lyne et Brandon Rickett de Jodrell Bank, dans laquelle ils avaient mesuré, avec une plus grande précision encore, la forme des impulsions des 4 pulsars ainsi que leur spectre. Ils y montraient que l'évolution temporelle visible dans les pulsations n'était pas compatible avec un couple d'étoiles à neutrons très resserré comme celui qu'imaginaient Saslow et ses collègues, car un tel couple devait émettre une grande quantité d'ondes gravitationnelles, les deux étoiles à neutrons devant se rapprocher rapidement l'une de l'autre, ce qui modifierait de façon détectable la forme des impulsions radio, ainsi que leur période. Il y avait clairement deux camps qui se dessinaient dans l'assistance. Ceux qui penchaient vers les étoiles naines blanches et qui semblaient l'emporter, et ceux qui penchaient vers les étoiles à neutrons, qui résistaient du mieux qu'ils pouvaient. Une autre théorie venait tout juste de paraître dans le numéro du 4 mai et fit beaucoup parler les confrères lorsque Jean-Claude Pecker proposa de la décortiquer. Elle était signée par Geoffrey Burbridge, qui s'était rendu célèbre en 1957 avec l'article qu'il avait écrit avec sa femme Margaret, Fred Hoyle et William Fowler, qu'on appelait maintenant le papier B2FH, et qui détaillait finement les processus de synthèse des éléments dans les étoiles, et notamment les éléments plus lourds que le fer. Pour expliquer les observations de CP1919, Burbridge faisait une analogie avec ce qui se passait entre Jupiter et son satellite Io, qui montrait une réelle influence sur son champ magnétique. Burbridge faisait partie de l'école étoile à neutrons. Il proposait qu'une étoile à neutrons possède un satellite qui viendrait fortement perturber le champ magnétique qui devait y régner. Il montrait que des pulsations périodiques d'ondes radio pouvaient ainsi être produites à chaque passage du satellite via des reconnexions du champ magnétique. Pour Jocelyne, les pulsars étaient devenus secondaires. Elle s'était replongée dans les quasars et leurs signaux de scintillation. Mais elle continuait quand même à suivre les différentes théories qui sortaient presque de manière hebdomadaire dans Nature. On aurait dit que le journal scientifique s'était spécialisé dans ces nouvelles sources radiopulsées, et plus il publiait d'articles sur le sujet, parfois plusieurs dans un même numéro, que ce soit des nouvelles observations plus raffinées des 4 premiers pulsars, ou des théories pour tenter de les expliquer, plus les radioastronomes et les théoriciens le choisissaient pour publier leurs travaux, en étant quasi certains de voir leurs articles acceptés rapidement. Il se passait exactement la même chose que ce qui s'était passé en 1963 avec les quasars. Sauf que c'était le journal de l'American Astronomical Society, The Astrophysical Journal, qui avait raflé la mise à l'époque. Quelques Américains avaient tout de même choisi leur journal favori pour parler des pulsars, à l'image de Thorne et Eisner, qui expliquaient maintenant que les naines blanches étaient la meilleure hypothèse. Jocelyne devait désormais se concentrer sur la rédaction de son mémoire de thèse. Le titre serait The Measurement of Radio Source Diameters Using a Diffraction Method. Elle en avait déjà construit le plan. Le premier chapitre serait consacré à l'introduction du sujet et à la théorie, suivi par le deuxième dans lequel elle présenterait l'IPSA dans ses moindres détails. Puis le troisième chapitre couvrirait les aspects liés aux récepteurs et aux enregistreurs. Il serait suivi par un chapitre détaillant les premières observations et les analyses préliminaires qui avaient été effectuées au mois d'août 67. Le chapitre 5 serait dédié à quelques observations spéciales, notamment sur le fameux quasar 3C 273. Un sixième chapitre parlerait des calibrations des récepteurs qui avaient été faites en septembre et octobre. Et enfin, le dernier chapitre donnerait des tableaux de résultats de toutes les données
sur les 194 sources radio qu'elle avait détectées dans son relevé systématique du ciel entre les déclinaisons -7 degrés et +44 degrés entre novembre 67 et avril 68, en même temps que la douce folie des pulsars avait envahi l'atmosphère de Cavendish. Jocelyne avait décidé coûte que coûte qu'elle parlerait des pulsars dans sa première annexe, en expliquant la découverte par sérendipité et en proposant quelques explications pour leur origine. Même si Hewish n'était pas partant, elle était prête à lui tenir tête. Les articles qu'ils avaient sortis avaient déjà fait pas mal de bruit, mais son nom n'apparaissait qu'en deuxième, puis en troisième position. Dans ce mémoire, il n'y avait qu'un seul auteur, qui était une auteure. C'était son œuvre. Il était probable que d'ici à ce qu'elle arrive à la rédaction de cette annexe incongrue, après avoir écrit tous les chapitres, si elle les rédigeait dans l'ordre, des nouveaux pulsars seraient détectés. Il fallait s'y attendre, étant donné l'effervescence qui existait dans toute la communauté et bien au-delà. Depuis que Hewish et Pilkington étaient partis en France, elle était à nouveau en première ligne si d'autres journalistes voulaient en savoir plus. Mais elle n'avait guère de temps à leur consacrer dans cette période intense de rédaction à la machine à écrire. Depuis que l'article du Daily Telegraph avait été publié, où on la voyait en photo hilare devant un radiotélescope du MRAO, 3 autres journalistes avaient demandé à faire une interview du même genre. Elle avait essayé de les envoyer vers Hewish, mais ce dernier avait à chaque fois habilement botté en touche. Elle avait fini par accepter avec dépit. Maintenant, certains étudiants la dévisageaient dans les rues de Cambridge. Certains semblaient montrer de l'admiration, surtout les filles, tandis que d'autres évoquaient plus de la jalousie, voire du dédain. Cela faisait maintenant 5 jours que Hewish et Pilkington étaient partis en France. Ils auraient normalement dû rentrer à Cambridge le 13 au matin. Mais on était déjà le 14 et on n'avait aucune nouvelle. C'est aux environs de 13 heures, ce mardi 14, que Jocelyne reçut un appel d'Anthony Hewish depuis un téléphone public dans une gare française qui devait lui coûter une petite fortune. Il parlait très vite en ayant l'air essoufflé. C'est le chaos total ici en France, je n'ai jamais vu ça. Paris est sans dessus-dessous. Il y a des manifestants partout, ça a commencé avec les étudiants, mais maintenant, il y a plein d'ouvriers qui se mettent en grève. Bref, on a fait notre conférence très loin de Paris, dans le sud de la France. Alors c'était très bien, ça s'est très bien passé. Mais maintenant, nous sommes en route pour Paris, mais nous venons d'apprendre que notre train est annulé pour cause de grève des cheminots. Nous sommes actuellement à Lyon. Je ne sais pas du tout quand est-ce que nous pourrons rentrer à Paris, puis à Dunkerque pour prendre le ferry. Jocelyne l'écoutait sans l'interrompre. Elle dit juste « Ok ». Et oui, je poursuivis. On devrait être rentré après-demain, je pense. La grève ne devrait pas durer et on trouvera bien un autre train. De toute façon, je dois être à Cambridge lundi prochain, le 20, pour la conférence chez Hoyle. Ok, essayez de me tenir au courant si vous pouvez. Au fait, j'ai commencé la rédaction du mémoire. C'est bien, c'est bien. Allez, je te laisse. John est impatient d'appeler sa femme. À bientôt. Il n'y aurait plus de train partant vers le nord avant demain. C'était écrit sur les panneaux d'affichage qu'ils arrivaient à déchiffrer. La gare de Perrache s'était vidée peu à peu après l'agitation échevelée qui y avait régné aux environs de midi, quand des groupes de manifestants avaient envahi les voies en criant des slogans incompréhensibles. Pourtant, tout s'était bien déroulé jusque-là. Ils avaient repris le train à Nice le lundi soir, après la fin de la conférence, qui les avait amenés à Marseille. Ils y avaient passé la nuit avant de prendre leur train pour Paris qui faisait un arrêt à Lyon-Perrache. Et c'est là qu'ils furent obligés de descendre sur le quai sans savoir si le train allait pouvoir repartir. Ce qu'il ne fit jamais. Hewish et Pilkington décidèrent de passer la nuit à l'hôtel et de revenir à la gare au plus tôt le lendemain matin pour prendre le premier train vers Paris. Ils en profiteraient pour essayer d'obtenir des informations précises sur la situation.
Les gens écoutaient beaucoup la radio qui retransmettait toutes sortes d'informations sur les grèves et les manifestations qui s'étaient visiblement répandues à toutes les grandes villes du pays, et plus uniquement dans les universités. La France paraissait être en ébullition. Tout le monde parlait avec tout le monde. Les mots révolution et liberté revenaient sans cesse. Des mots que Hewish et Pilkington comprenaient bien. En revenant à la gare de Perrache le lendemain, les deux astronomes comprirent que leur calvaire n'en était qu'à son début. Plus aucun train n'était annoncé, ni vers le nord, ni vers le sud. Des grandes banderoles accrochées sur la façade appelaient à la grève générale pour faire plier le gouvernement. Bon, je crois qu'il va falloir que nous réfléchissions, John, dit Hewish. Nous ne pouvons pas aller à Paris en train, ni à Dunkerque, a fortiori. Il nous reste la route, répondit Pilkington. Mais il ne servirait à rien de passer par Paris, qui doit être dans une situation pire qu'ici, tu ne crois pas? Il faut trouver une carte de France pour voir par où il faudrait passer. Dans la salle d'attente des voyageurs, une carte du réseau de voies ferrées était accrochée au mur. Hewish et Pilkington s'en approchèrent. Regarde, nous sommes là. Alors, pour rejoindre Dunkerque en évitant Paris, il faut passer par Dijon, dit Hewish en posant son doigt sur la carte. La moutarde. Troyes, l'andouillette. Reims, le champagne. Saint-Quentin, la flamiche. Cambrai, les bêtises. Qu'est-ce que c'est des bêtises? Murmura Pilkington. Lille, puis Dunkerque. Comment va-t-on trouver une voiture? Demanda Pilkington. Je ne sais pas. Peut-être existe-t-il des lignes d'autobus entre les villes? Il faut se renseigner au plus vite. Après, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire de l'autostop. Mais il n'y a plus personne derrière les guichets ici. Il faut trouver où se trouve la gare routière. La gare de Perrache était effectivement étrangement vide, seulement peuplée de voyageurs déboussolés qui pensaient encore pouvoir attraper un train, malgré les avertissements qui avaient été donnés un peu partout, en français uniquement. Jocelyne était à nouveau seule dans le grenier ce vendredi soir, en train de taper frénétiquement sur son Underwood Touchmaster 5. Hewish et Pilkington n'étaient pas encore rentrés et Jocelyne commençait à se demander si son directeur de thèse serait au rendez-vous lundi pour sa conférence chez le professeur Hoyle. Il était environ 19h30 quand le téléphone sonna. C'était Hewish. « C'est une catastrophe! Nous sommes définitivement coincés. Là, on est à Reims, la ville du Champagne. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus une seule goutte d'essence dans ce foutu pays. Plus de train, plus d'essence. On ne peut plus bouger du tout. Et en plus, nous n'avons plus d'argent, ni John, ni moi. On n'avait évidemment pas prévu une telle situation. Et les banques sont toutes fermées aussi. Une véritable chienlit. Les Français ont l'air contents de ce qui arrive. Mais pour nous, c'est une autre histoire. Bon, je ne vais pas être trop long. Là, je suis chez un autochtone qui me prête son téléphone. Alors, tu sais que je devais présenter nos résultats chez Hoyle lundi. Oui, c'est inimaginable que je puisse être à Cambridge lundi à 10h. Inimaginable. Nous avons commis une grosse erreur avec John. Nous aurions dû passer par la Suisse et l'Allemagne pour rejoindre Ostende en Belgique. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est impossible. On est coincés là à boire du champagne pour fêter leur révolution. Bref, je vais te demander de faire cette présentation à ma place, Jocelyne. Tu es la mieux placée après moi et Pilkington, n'est-ce pas? Sans doute, mais je n'ai rien préparé. Alors, pour la partie observation, tu connais tout. Je ne me fais pas de soucis. Relis bien le papier de John. Et pour la partie théorique, j'imagine que tu as un peu suivi ce qui est sorti ces dernières semaines. Oui, j'en étais sûr. Donc tu sais à peu près tout. Le reste, c'est de la broderie. Mais vous êtes plutôt du côté naine blanche ou bien étoile à neutrons? Je dois dire quoi s'il faut que je me positionne? Ce que je peux te dire, c'est que chez Pecker, la majorité penchait plutôt vers les naines blanches. Mais personnellement, je n'ai pas de préférence très nette.
J'avoue que l'idée des étoiles à neutrons, qui seraient en rotation avec un faisceau, me semble assez convaincante. Pilkington m'a dit que tu lui avais parlé de cette idée. J'ai eu le temps d'y repenser durant notre longue traversée de la moitié de ce pays de révolutionnaires. Je peux en parler alors demanda Jocelyne. Oui, oui, mais en disant bien que c'est spéculatif, bien sûr, puisque nous n'avons rien pour le moment pour étayer ce concept. Bien sûr, d'accord. J'ai appelé Hoyle tout à l'heure. Il est au courant que je ne serai pas là et que je serai remplacé. Par contre, je ne lui ai pas précisé que ce serait par mon étudiante. Il va être un peu surpris, non? Ça lui fera un peu de bien, n'est-ce pas? L'amphithéâtre de l'Institute of Theoretical Astronomy accueillait tout le gratin de l'astronomie britannique. Il y avait des gens d'un peu partout, de l'université de Manchester, de l'observatoire de Jodrell Bank, de l'université de Southampton, de Glasgow et même de Oxford. Jocelyne se présenta une demi-heure avant l'heure dite et alla voir Sir Fred Hoyle dans le vaste bureau qu'il occupait au rez-de-chaussée. Elle en avait beaucoup entendu parler, mais elle ne l'avait jamais vu. C'était surtout l'auteur d'un livre qui l'avait fait rêver quand elle était enfant, Frontiers of Astronomy, qu'elle avait lu et relu tant de fois. La situation lui paraissait un peu irréelle. Elle avait devant elle un homme qui avait le double de son âge, d'apparence affable, avec un peu d'embonpoint, et dont les lunettes à monture épaisse cachaient un regard perçant. Il s'était visiblement mis sur son 31, à l'inverse de Jocelyne qui n'avait pas fait d'effort particulier. Bonjour professeur, je suis Jocelyne Bell, je suis l'étudiante du professeur Hewish. Il m'a demandé de le remplacer ce matin et je pense qu'il vous a prévenu de son indisponibilité. Ah, c'est vous, dit Hoyle en souriant, laissant entrevoir une dentition inégale. Alors comme ça, il est coincé par la Révolution française, notre cher Hewish. Il semblerait que lui et John Pilkington n'ont plus aucun moyen de revenir en Angleterre. En effet. Eh bien, nous ferons sans eux, n'est-ce pas? J'imagine que vous maîtrisez le sujet. Oui, monsieur, j'ai construit le radiotélescope et j'ai analysé les signaux. Et j'ai trouvé les 4 pulsars. Pulsars? Rétorqua Hoyle. Oui, c'est le nom que nous proposons pour ces sources radiopulsées. Pulsars! Pulsars! Ça sonne bien, en effet. Hoyle souriait. Jocelyne était comblée. Elle n'osa pas dire à Hoyle que la lecture de Frontiers of Astronomy lui avait donné la vocation. Elle enchaîna rapidement en lui disant ce qu'elle avait prévu de présenter à l'auditoire, en commençant par la nature des signaux des 4 pulsars, ainsi que les caractéristiques détaillées de ces P1919, qui devaient n'être qu'un rappel, car tout le monde devait avoir lu l'article de Nature du 24 février. Elle s'attarderait un petit moment sur le cas de CP0950 et sa période environ 5 fois plus courte que celle des 3 autres. Et puis, elle avait prévu de passer en revue toutes les théories qui avaient été publiées jusqu'à aujourd'hui pour laisser ouverte la discussion, à l'image de ce qu'il lui avait raconté Hewish sur ce qu'il avait fait à l'Observatoire de Nice. Fred Hoyle lui dit que cela lui paraissait très bien et que Hewish n'aurait certainement pas fait mieux. La bienveillance de Hoyle surprit Jocelyne, après tout ce qu'elle avait entendu dans la bouche de son directeur de thèse et d'autres chercheurs de Cavendish. Les premiers participants commençaient à s'installer dans les premiers rangs de l'amphithéâtre. Jocelyne s'était assise juste devant l'estrade et évitait de se retourner. Elle entendait le bruissement des conversations qui commençaient à croître derrière elle, et elle essayait de se concentrer pour relire ses notes, afin d'être sûre de ne rien oublier une fois devant le pupitre. Fred Hoyle, qui était en train de discuter avec des vieilles connaissances, regarda sa montre, puis leur fit signe qu'il était l'heure de commencer. Il se déplaça derrière le pupitre et fit une introduction assez courte en rappelant les faits principaux qui lui avaient donné envie de faire cette réunion avec tous les spécialistes et même au-delà. Des sources radio pulsées avaient été découvertes à Cambridge et il s'agissait certainement de tout nouveaux objets astrophysiques. Le premier spécimen avait été décrit le 24 février et 3 autres venaient d'être rapportés le 13 avril. Et depuis un mois,
de nouvelles observations de ces sources étranges avaient été effectuées et les théories commençaient à foisonner. L'époque était révolutionnaire, et pas seulement en France. Pendant que la salle riait dans une atmosphère détendue, Hoyle utilisa cette transition pour introduire celle qui remplaçait Hewish, resté coincé quelque part dans les caves de champagne. Jocelyne monta sur l'estrade avec ses feuilles de notes et leva la tête vers l'amphithéâtre. Elle vit une grosse centaine d'hommes qui la dévisageaient en silence. Il n'y avait pas la moindre femme dans l'assistance. Elle commença sa présentation. Hoyle avait proposé que les questions soient posées uniquement à la fin, sans couper l'oratrice, ce qui arrangeait Jocelyne, qui craignait de perdre le fil de sa pensée. La description des résultats d'observation dura une petite demi-heure, puis Jocelyne se lança dans ce qui intéressait probablement un peu plus l'auditoire, à savoir les réflexions diverses cherchant à expliquer l'origine de ces pulsars, comme elle les avait nommés dès le début de sa présentation. Mais avant de parcourir la liste qu'elle avait écrite dans ses notes, elle rappela qu'ils avaient proposé dans leur article un scénario d'oscillation radiale d'étoiles à neutrons ou de naines blanches, mais avec moins de probabilité pour cette dernière hypothèse, en se basant sur un article très pointu des Américains Meltzer et Thorne, montrant que les naines blanches n'étaient pas bien adaptées en termes de période d'oscillation. Elle précisa tout de suite que Thorne avait publié un nouvel article il y avait quelques semaines qui remettait en cause son article de 66, mais qu'ils auraient l'occasion d'en discuter après. La première théorie qui avait été publiée suite au papier de la découverte était celle de William Saslow, John Faulkner et Peter Streetmatter, dès le 30 mars. Ils travaillaient non loin de là, au Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, et ils avaient répondu présents à l'invitation de Fred Hoyle. Jocelyne résumait l'idée qu'ils proposaient sans savoir qu'ils étaient à quelques mètres d'elle. Elle ne prenait pas parti, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il s'agissait d'un système binaire d'étoiles à neutrons qui s'occultait périodiquement avec la période des signaux qui étaient mesurés, et dont les ondes radio se retrouvaient fortement amplifiées par l'effet de lentilles gravitationnelles produites par le champ gravitationnel intense de chaque étoile à neutrons. Elle rappela tout de même que les étoiles à neutrons étaient des astres hypothétiques et qu'on n'en avait jamais détecté. Chronologiquement, même si elle apparaissait dans le même numéro de Nature, la deuxième théorie qui était apparue était celle de Jeremiah Ostriker de Princeton. Il proposait encore un autre processus qui ne faisait pas intervenir d'oscillation radiale. Il évoquait la possibilité qu'il existe une zone d'émission très localisée sur la surface d'une étoile naine blanche en rotation rapide. Il montrait que si l'émission se faisait dans un cône de 1 degré, ça serait suffisant pour expliquer la durée de chaque pulse de 0,016 secondes. Et cela était compatible avec le fait que les impulsions semblaient avoir une amplitude qui variait sensiblement d'un pulse à l'autre. La zone émissive pouvait elle-même varier en intensité, voire bouger à la surface de la naine blanche, sur une échelle de l'ordre de la minute par exemple. Puis Jocelyne continua sa liste avec le 13 avril et l'article de Hoyle et Narlikar qui anticipait l'étude théorique des Américains Thorne et Isner, qu'ils avaient lu avant sa publication, et qui était, elle, parue le 20 avril, et où il revenait sur les caractéristiques des oscillations radiales des étoiles naines blanches, en montrant qu'elles pouvaient tout à fait être compatibles avec les périodes qui étaient observées, et qu'en revanche, des étoiles à neutrons seraient trop denses pour avoir des périodes d'oscillation de l'ordre de 1 seconde. Hoyle et Narlikar donnaient deux hypothèses. La première invoquait une oscillation du cœur d'une étoile massive venant de produire une supernova, avec un cœur qui oscillerait entre le rayon d'une naine blanche et le rayon d'une étoile à neutrons. Et leur deuxième solution impliquait une naine blanche qui aurait connu une explosion à sa surface. La durée typique d'une oscillation serait alors d'environ du double de la durée de l'effondrement, soit 1,33 secondes. Et cela pouvait bien correspondre avec les périodes qui avaient été observées pour CP1919, CP0834 et CP1133.
qui était effectivement très proche de 1,33 secondes. Et pour expliquer la période de 0,25 secondes de CP0950, Hoyle et Narlikar évoquaient un effet de perte d'énergie par émission de neutrinos conduisant à une période d'oscillation plus petite. Jocelyn décrivit ensuite un modèle vraiment atypique qui avait été proposé 2 semaines auparavant par Geoffrey Burbridge et Andrew Streetmatter et dans lequel une étoile à neutrons était accompagnée d'une petite planète et qui produisait une interaction de leur champ magnétique à chaque orbite, avec une copieuse production d'ondes radio à chaque fois. Pour finir sur les différentes théories en présence, elle évoqua une étude qui venait tout juste de paraître, quelques jours avant, signée par un théoricien de Dublin nommé Werner Israel. Il défendait un modèle fondé sur une étoile à neutrons proche du collapse et qui serait entourée d'une très fine couche d'hydrogène. Cette couche produirait des instabilités à la surface de l'étoile à neutrons qui, selon ses calculs, provoqueraient son expulsion temporaire avant qu'elle ne retombe sur la surface, produisant in fine le signal périodique qui était observé. Une fois les théories passées en revue, Jocelyn se lança dans la liste des articles qui avaient fourni de nouvelles observations, que ce soit sur CP1919 seul ou bien sur les 4 pulsars ensemble. Il y en avait déjà 8 depuis maintenant 12 semaines, dont 4 qui venaient de Jodrell Bank et leurs auteurs, qui n'avaient pas chômé, étaient très probablement tous présents dans l'amphithéâtre. Parmi ces articles de radioastronomes aguerris, 2 revêtaient une plus grande importance que les autres, selon Jocelyn. C'était celui des collègues Paul Scott et Robin Collins, du 20 avril, qui avaient remesuré avec plus de précision la forme des pulses de CP0834 et CP0950, et puis celui de Andrew Lyne et Bernie Rickett, du 27 avril, qui avaient eux aussi mesuré avec une très grande précision la forme et le spectre des pulses des 4 pulsars avec le télescope de Jodrell Bank. Les 2 études concluaient toutes les 2 que la théorie de Saslow et ses collègues, qui proposaient un couple d'étoiles à neutrons, était impossible, car on aurait vu une modification dans le motif des pulsations avec 2 astres compacts aussi rapprochés l'un de l'autre, du fait de l'émission d'ondes gravitationnelles. Or, les données ne montraient rien de tel. Cette théorie aurait vécu moins d'1 mois. Avant de conclure sa présentation et de laisser la parole à l'assistance pour que les idées fusent et produisent de nouvelles idées, Jocelyn se lança dans un aparté. Avant de vous laisser la parole pour discuter de tout ce que je viens de vous présenter, j'aimerais souligner quelque chose que je crois être important dans la compréhension du phénomène à l'origine des pulsars. Nous avions pensé dès le départ à une oscillation radiale d'une étoile à neutrons ou d'une naine blanche. Mais il semblerait que cette solution soit difficile à concilier avec les caractéristiques des pulsations, même s'il semble que les naines blanches puissent effectivement osciller aussi vite, avec quelques artifices. La théorie que propose Jeremiah Ostriker est très intéressante, où il dit qu'il s'agit d'une zone d'émission à la surface d'une naine blanche en rotation. Le problème de ce modèle, à mon sens, c'est la taille des naines blanches. On sait que ces étoiles doivent avoir un rayon de l'ordre de 10 000 km. Ostriker montre que des étoiles naines blanches peuvent effectivement tourner vite, mais on peut facilement calculer que dans le cas de notre pulsar CP0950, sa période n'est que de 0,25 secondes, ce qui voudrait dire que l'étoile naine blanche ferait 4 tours par seconde. Autrement dit, la vitesse tangentielle au niveau de la surface de l'étoile serait égale à 84% de la vitesse de la lumière. Il me semble que cela met en péril cette hypothèse. En revanche, imaginez qu'au lieu d'une naine blanche en rotation rapide, nous ayons une étoile à neutrons en rotation, avec une zone d'émission d'ondes radio en dehors de son axe de rotation. Avec un rayon typique de 10 km, notre CP0950 ne ferait qu'une vitesse tangentielle de 250 km par seconde, 1000 fois plus faible. Par ailleurs,
Le champ magnétique qui doit accompagner une étoile à neutrons, emporté par une rotation rapide, doit nécessairement produire du rayonnement électromagnétique, si des pôles bien définis sont présents à sa surface. L'assemblée bruissait de murmures qui devenaient de plus en plus forts. Un ponte de l'université de Southampton se pencha vers son voisin. Elle est bien, cette petite. Ah ouais, et oui, c'est bien les choisir. Je veux dire, elle a du talent. Oui, c'est ce que je voulais dire. Hoyle se rapprocha du pupitre et proposa de passer aux questions et aux commentaires. Au moment où il terminait sa phrase, on vit quelqu'un au fond qui agitait une canne en l'air et la balançait de droite à gauche avec véhémence. Jocelyne leva la tête vers le fond de l'amphithéâtre et reconnut le visage de l'agitateur. C'était Stephen Hawking. Elle a raison. Elle a raison, criait-il pour que tout le monde l'entende bien, alors qu'il restait assis. Elle a raison. C'est une étoile à neutrons en rotation rapide qui émet comme un phare. Un article va sortir la semaine prochaine dans Nature. C'est un papier de Thomas Gold de Cornell University. Je viens d'en faire la review pour l'éditeur. Vous verrez, il explique très bien le mécanisme. Jocelyn Bell a vu juste. C'est exactement ça. Tout le monde regardait Stephen Hawking. Thomas Gold? Fred Hoyle connaissait Gold. Il l'avait côtoyé avant-guerre, alors qu'ils étaient tous les deux étudiants à Cambridge, et s'étaient retrouvés juste après dans une lutte commune parmi les rares qui s'opposaient farouchement à l'idée d'une expansion de l'univers. Pour contrer ce concept, ils avaient imaginé chacun de leur côté un modèle cosmologique un peu extravagant, dans lequel l'univers était globalement statique, ou bien dans lequel de la matière était créée de manière continue. Il fallait bien avouer que, depuis la découverte du fond diffus micro-ondes qui baignait le ciel dans toutes les directions, à l'été 65, par Penzias et Wilson, il n'y avait plus beaucoup de défenseurs d'un univers statique. Mais Thomas Gold, comme Fred Hoyle, persistait encore. Et Gold s'intéressait donc lui aussi aux pulsars. Et oui, chez Pilkington était complètement désœuvré. Il n'avait rien à faire, ne comprenait presque rien à ce que les Français leur disaient, et ne pouvait même pas profiter de l'endroit historique où il se trouvait, la ville des sacres des rois de France, puisque tout était fermé. On manquait de tout et les gens commençaient à faire du troc entre eux. Anthony Hewish, comme John Pilkington, n'avaient plus un sou en poche. Ils n'avaient plus que leur billet Paris-Nice et du night train qu'ils gardaient précieusement avec l'espoir de pouvoir rejoindre Dunkerque un jour. Mais rien n'indiquait que la situation allait s'arranger sous peu. L'hôtel où ils avaient atterri était juste suffisamment confortable et heureusement pour eux, le fils des propriétaires qui avait 15 ans et avait déserté le lycée depuis plus de 3 semaines parlait un peu anglais et leur servait d'interprète. Il n'avait pas avoué qu'il n'avait plus d'argent par peur de se faire expulser et de se retrouver à la rue sans solution. Il se rendait à la gare tous les matins à tour de rôle pour s'enquérir de la situation et revenait le plus souvent dépité. Ils étaient péniblement arrivés à Reims avant que plus personne n'ait suffisamment d'essence pour accepter de les emmener plus vers le nord. Ils avaient été conduits jusqu'à Dijon par un transporteur routier, fort sympathique, qui avait l'habitude de parcourir des très longues distances, mais malheureusement, il n'allait pas plus loin que Dijon cette fois-ci. Et de Dijon, ils avaient réussi à trouver un automobiliste un peu bizarre, visiblement imbibé, qui les conduisit jusqu'à Troyes. Et de là, ils refusèrent de prendre le cheval qu'on leur proposait et préférèrent prendre le dernier autocar avant la grève totale, qui les mena à Reims. La plupart des stations-service avaient été dévalisées et non réapprovisionnées depuis déjà plusieurs jours.
ce qui n'incitait plus personne à effectuer des longs trajets sous peine de tomber en panne sèche loin de chez soi. Les deux chercheurs anglais étaient donc à Reims depuis plusieurs jours, sans argent et sans occupation. Fort heureusement, le temps était au beau fixe et ils ignoraient encore que ce ne serait qu'au début du mois de juin qu'ils trouveraient enfin un train qui les ramènerait vers Albion après 3 semaines d'errance.